Bonjour, dans cette dernière vidéo consacrée aux risques naturels majeurs, nous allons nous arrêter sur l'étude des inondations et des sécheresses. Alors, d'abord, il y a un point clé. Un point clé, ce sont les zones humides. On en avait parlé en écologie. Ces zones humides, elles sont souvent déconsidérées, puisqu'en fait, on a décidé, par exemple, de faire de grandes zones commerciales sur certaines zones humides. On a décidé d'urbaniser des zones qui pourtant sont des zones absolument essentielles du point de vue des inondations. Ce sont des zones tampons, des zones qui vont être capables de capter des grandes quantités d'eau à un moment. Et donc, si on n'a plus ces quantités d'eau qui sont captées dans ces zones humides, eh bien, il faut bien que l'eau aille quelque part. Et en général, quand on a tout bétonné, eh bien, ce quelque part, c'est dans les maisons. Alors ici, j'ai repris un document qui vient qui vient de la Direction régionale de l'environnement, qui est très bien fait, qui représente un petit peu la typologie d'une zone humide. Donc vous avez ici notre rivière avec certains niveaux de rivière elles peuvent être plus ou moins basses ou plus ou moins hautes. Les berges qui se trouvent de chaque côté. Au niveau de ces berges, on va retrouver sur la partie droite ici toute une zone inondable qui est très très importante pour la régulation des écosystèmes et notamment de nos inondations, puisque à partir du moment où on a une hauteur d'eau qui monte, et si on a toutes ces zones qui sont inondables, eh bien on va pouvoir avoir un tampon qui va capter cette arrivée d'eau massive et qui va permettre en fait tout simplement d'éviter l'inondation des zones qui se trouvent en dessous. Alors bien sûr, si on bétonne toute cette zone-là, l'eau n'a absolument plus la possibilité d'engorger ces zones-là. Donc cette eau qui va être ici va forcément entraîner l'augmentation du niveau de notre rivière et on va aller inonder d'autres zones qui n'étaient pas des zones forcément humides. Alors je vous rappelle aussi que toutes ces zones humides, ce sont des zones extrêmement importantes pour la reproduction des oiseaux, pour la reproduction des espèces aquatiques. C'est vraiment des zones absolument phénoménales du point de vue de la biodiversité. Donc on se retrouve avec différents lieux représentés sur cette image. Donc des zones qui sont périodiquement inondées, des zones qui sont épisodiquement inondées, et puis des zones qui sont en permanence inondées. Donc ces zones, ce sont les étangs, lagunes, herbiers, etc. Alors, maintenant que nous avons présenté cette problématique de zones humides, on comprend que si on ne respecte pas ces zones humides, forcément on va augmenter le risque d'inondation. Je voudrais commencer par préciser la typologie des inondations. Donc ici, je suis allé sur GeoRisque et j'ai repris un de leurs documents. Donc ici, on a plusieurs types d'inondations. Les inondations de plaine, les inondations par remontée de nappe, c'est-à-dire une nappe qui va être engorgée d'eau avec l'eau qui au final le sol va être saturé en eau et donc l'eau qui va au final remonter et inonder les sols, qui va inonder les sols. Donc ça, ces deux-ci, ça représente une montée lente des eaux en région de plaine. Deuxième élément, ici ce sont des formations rapides de crues torrentielles. Donc ça, on le voit assez régulièrement dans le sud, par exemple, des pluies torrentielles qui vont engendrer des crues phénoménales et extrêmement dangereuses. Donc ce sont des crues de rivières torrentielles et de torrents. Et enfin, le ruissellement pluvial d'eau urbain. Donc que l'on rencontre aussi malheureusement beaucoup dans le sud, avec des zones urbaines qui vont voir très très rapidement le niveau de l'eau monter. Quand on voit certaines images, c'est assez impressionnant. Donc on a des montées lentes d'eau
en région de plaine. On a des montées rapides, mais extrêmement rapides, torrentielles en fait, d'eau suite à des orages violents par exemple. Et puis troisièmement, une problématique de ruissellement pluvial dans des zones urbaines, c'est-à-dire avec au final des sols qui sont presque imperméables ou totalement imperméables. Un goudron, c'est totalement imperméable. Alors quelles sont les inondations et les facteurs, quels sont les facteurs aggravant ces inondations? D'abord, on a dit des zones humides asséchées. Ensuite, je viens de vous dire des sols imperméables, soit naturellement, soit du fait de l'activité humaine. Ensuite, on a aussi un modelage des bassins versants. Je vous rappelle que le bassin versant, si je représente par exemple ici quelques collines, toute l'eau qui va arriver vers une même rivière ou un même fleuve, eh bien c'est ce qu'on appelle toute cette zone-là, ça sera le bassin versant de notre rivière qui se trouve ici. Et donc si on modifie ce bassin versant, eh bien on peut modifier tous les écoulements d'eau, donc on peut tout à fait aggraver le risque inondation. La déforestation, parce qu'en fait une forêt est capable d'absorber une quantité phénoménale d'eau. L'urbanisation, on peut être en lien à nouveau avec les deux premiers, zones humides asséchées, sols imperméables, mais aussi parfois des zones de forêt qui ont été ravagées. Le modèle agricole, on reviendra dessus. On reviendra sur cette problématique. Si les sols ne sont pas bien traités, eh bien ce sont des sols qui vont moins absorber l'eau. Et puis la problématique de sécheresse. Alors la problématique de sécheresse, je vais en parler tout de suite. Lorsque vous avez un sol qui, par la sécheresse, devient extrêmement dur, vous avez déjà constaté que si vous faites couler de l'eau dessus, au début, il n'y a pas d'eau qui rentre, elle ne fait que ruisseler en surface. Donc on augmente, la sécheresse au final augmente le risque d'inondation. Et puis des effets, des causes planétaires, l'augmentation de l'effet de serre, l'augmentation du niveau de l'eau. Et en fait, l'effet de serre, on avait dit, souvenez-vous en écologie, plus il y a d'effet de serre, plus dans certaines zones, il y a des précipitations. Forcément, si j'ai de l'évaporation au niveau d'un océan, d'une mer, on va avoir des déplacements de masse d'air. Et puis quand on va avoir ces masses d'air qui vont venir toucher une terre, eh bien, on va avoir de fortes précipitations. Il faut bien que l'eau elle retombe quelque part. Donc dès que la température va baisser un petit peu, pof, on a cette eau qui va couler, on peut avoir de très très fortes précipitations. Donc l'effet de serre va augmenter cette quantité d'eau qui va être évaporée puis précipitée. Donc l'effet de serre, c'est pas juste le maillot de bain. Nous allons maintenant discuter de la perméabilité des sols. Alors ici, en fait, vous allez avoir un certain nombre de documents à analyser. J'en parlerai pas ici, on en parlera lors d'une séance de questions-réponses concernant ce cours. Je vais vous présenter simplement les documents que vous allez avoir à analyser. D'abord, je veux vous préciser une définition. La capacité au champ, c'est le volume maximum d'eau qu'un sol peut retenir. D'accord ? La nappe, en fait, qu'est-ce que c'est que la notion de nappe phréatique? Globalement, à un moment, on va avoir une zone du sol qui va être saturée en eau. Une zone où tous les pores du sol vont être remplis d'eau. Cette zone, c'est ce qu'on appelle la nappe phréatique. Donc ici, vous avez une représentation qui vient de Futura Science. Je vous conseille, c'est un très bon site aussi, Futura Science. Il y a plein de choses intéressantes là-dessus. Et donc ici, vous avez un schéma qu'ils ont repris au niveau de l'université de Strasbourg. On voit la notion de nappe phréatique. Donc la nappe phréatique, en fait, vous avez une roche avec des pores qui s'y trouvent, et ces pores qui vont être remplis d'eau. Quand j'ai une zone avec une saturation de ces pores, on a une nappe phréatique. On a une problématique au niveau des eaux que certains d'entre vous ont étudié par rapport à leur petite vidéo qu'ils avaient à faire en anglais. Donc ici, l'université de Laval au Canada. Donc vous avez la mer
un sous-sol qui est forcément gorgé d'eau de mer, donc d'eau salée. Et on a une grosse problématique de salinisation des eaux douces du fait de l'effet de serre notamment et de diverses sécheresses, puisque on constate que l'eau salée a tendance à pénétrer plus profondément à l'intérieur des terres et donc à saler l'eau douce. Et donc ici ça veut dire quoi? Que notre nappe phréatique ici, elle peut devenir au final salée. Donc comme on sait que cette nappe phréatique va être très importante pour nous fournir de l'eau potable et de l'eau douce, eh bien, il y a certains endroits qui commencent à avoir des problématiques de salinisation de leur nappe phréatique. On a ça par exemple dans certaines de nos îles, on a ça aussi dans certains territoires de notre métropole. Par exemple, dans le sud-est, on peut avoir certaines problématiques de ce type-là. En Espagne, on a certaines problématiques de ce type-là aussi. Alors revenons sur la perméabilité de mon sol, mais c'est en lien avec ce qu'on a vu précédemment. En fait, il y a une loi qui s'appelle la loi de Darcy, qui nous dit que le débit, Q, va être fonction de la surface de notre sol, donc de la colonne du sol, va être fonction aussi de la hauteur d'eau, donc grand H, et fonction de la hauteur de la colonne du sol. Donc ici, on se retrouve avec notre colonne du sol qui va d'ici à là, et ici, on a notre hauteur d'eau. Selon un coefficient de perméabilité qui dépend de chaque sol, eh bien, on va avoir une diffusion de l'eau au travers de notre colonne. C'est ce qu'on appellera donc la perméabilité. Et vous avez donc une formule qui relie le coefficient de perméabilité par la surface, par la hauteur d'eau, divisé par ma hauteur de colonne. Cette formule, vous devrez l'utiliser plus tard. Pour faire ce calcul, donc je vous laisse faire ce calcul, vous réutilisez cette formule, vous comprenez un petit peu chaque élément de cette formule et on en rediscutera en cours. Ce que je vais vous raconter maintenant, c'est simplement que le facteur K varie d'un sol à un autre. Selon si vous avez par exemple un sable, donc ici vous avez un sable avec une granulométrie relativement constante, ici vous avez un sable plutôt hétérogène, ici vous avez un granit avec des petites fractures présentes dans le granit, et puis ici vous avez du calcaire avec de véritables petits canaux qui se forment. Donc bien sûr, vous imaginez bien que d'un sol à l'autre, on ne va pas avoir la même perméabilité, l'eau ne pourra pas s'écouler de la même manière d'un sol à l'autre. Et donc on va caractériser en fait nos sols avec un facteur qu'on appelle, celui que je vous ai donné tout à l'heure, le facteur K. Donc un sol sableux, par exemple, vous allez avoir un déplacement d'eau de 5 à 10 cm par heure. Un sol limoneux de 2 à 50 cm par heure. Au niveau des sols, on va se retrouver avec ce qu'on appelle des horizons, c'est-à-dire une structuration comme ça, verticale, avec des zones différentes, de compositions différentes et de structures différentes, avec des facteurs K différents. Et une zone, et vous retiendrez ce chiffre-là, est réputée imperméable quand K est de l'ordre de 10 puissance moins 9 mètres par seconde, c'est-à-dire que l'eau n'avance pas dans ce sol. Ici, donc, vous observerez, vous ferez l'analyse en fait de ce document et vous observerez un petit peu la différence de K en fonction des types de sols. Je vous laisse regarder aussi ce document, on en reparlera ultérieurement. Vous ferez le lien entre ce document et le document précédent. Dernier point, le devenir de l'eau de pluie, eh bien, nous l'aborderons dans une dernière vidéo au niveau de laquelle nous conclurons aussi sur les risques naturels majeurs. À très bientôt.